Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Samuel Lalande-Marcon, un gars au parcours absolument extraordinaire et atypique. Déjà, c'est un athlète, un aventurier. Dans les dernières années, il a réalisé plusieurs exploits, entre autres la traversée du Canada à vélo, avec des moyennes quotidiennes de 225 km par jour. En solitaire, en dormant sous la tente. Quelques années plus tard, il a fait la même chose, mais aux États-Unis, cette fois-là en partant de San Francisco. Un peu plus récemment, il a fait une première avec un partenaire d'expédition où ils sont partis en fat bike du bout de la route 138 sur la côte nord, dans le coin de Natashquan, une communauté qui s'appelle Kegaska. Et ils ont traversé la route blanche, donc une route qui est habituellement accessible seulement aux motoneiges l'hiver, en température là, avoisinant les moins 30, moins 40, jusqu'à du moins 50 facteurs éoliens. Il vient nous parler aujourd'hui d'un autre de ses chapeaux, qui est le chapeau d'auteur. Il a sorti en mars dernier son premier livre qui s'appelle La quête du retour. Et puis périple où il est parti de Montréal pour se rendre jusqu'à Kuujjuaq en vélo et en canot. Merci d'être là. Merci de l'invitation, ça fait grand plaisir. Et là où j'ai vraiment eu la chance de plonger dans ton univers, c'est quand tu as écrit un texte pour Espace sur l'expédition de la Route Blanche. D'accord. J'ai eu l'impression de te découvrir, de découvrir ton style d'auteur, de rentrer dans ton univers. Tu as vraiment un talent avec l'écriture. Merci, c'est très gentil. J'ai vraiment du plaisir à découvrir à la fois l'expédition, mais à la fois toi, comme personne, parce que tu y mets vraiment du tien, tu y mets certaines de tes passions, entre autres ta passion pour l'histoire. Lire ton livre, ça me replonge là, ça me replonge dans cet espace qui intérieurement goûte super bon, une espèce de monde des possibles où tout est curiosité puis tout est apprentissage. Tu sais. Puis il y a un passage qui, quand on parle d'imaginaire, puisque ça peut stimuler cet imaginaire-là. Il y a un passage, entre autres, dans le livre où tu fais référence à un moment où tu es en pré-recherche de faisabilité, puis que tu essaies de voir est-ce qu'il y a de l'information factuelle sur la rivière. Et puis tu t'en vas à la Fédé, dans le sous-sol du stade olympique. Puis là, tu ressors une vieille carte de 2005 que quelqu'un a faite à la main. Puis là, je t'imaginais retrouver ça avec la poussière dessus, souffler, enlever ça, puis là, tu repartir avec ça. Je pense que l'inspiration géographique était vraiment importante parce que tout ça a parti du projet d'aller rouler la route Trans-Taïga, une grande route isolée du nord québécois, dont le nom me semblait vraiment badass. Là. La Trans-Taïga, je trouvais ça beau, c'est ce qui a donné le nom par la suite à l'expédition. Mais c'est là qu'on se rend compte de l'immensité du territoire québécois parce que juste pour aller rouler cette route-là, il faut faire 4000 km d'auto aller-retour. À moins de vouloir faire un aller-retour, c'est un cul-de-sac. Mais cette portion-là, moi, je pouvais tout à fait envisager la faire, la portion vélo. Mais c'est sûr que je ne retrouvais pas l'étincelle. D'ailleurs, après avoir fait des voyages très longs, le voyage de traversée du Canada de 8300 quelques kilomètres, d'en faire un 2, 3, même 4000, à un moment donné, c'était peut-être pas le moteur pour trouver un projet qui était vraiment significatif. Ouais. Et c'est là qu'en regardant la carte du monde, même pas la carte du Québec, la carte du monde, on voit il y a quelques fleuves, quelques rivières en fait qui sont visibles sur ce que j'appelle la péninsule du Québec, là, donc la province, mais incluant Labrador là-dessus. Et à peu près vis-à-vis l'endroit où termine la route Trans-Taïga, il y a cette grande rivière-là, et puis soudainement, là, vraiment, là, une scène de film, je suis chez moi en novembre, je bois une tasse de thé, il est très tard, et puis soudainement, j'ai cette espèce de flash-là, je vois cette rivière-là, je la google tout de suite, puis je me dis, ben c'est quoi ça? Puis ça semble très canotable, c'est de la dimension d'un fleuve, c'est un tracé très clair, très majestueux, ça s'appelle la Kaniapisco. Je suis super excité ce soir-là, en fait, tellement que j'hésite à en parler à d'autres gens parce que je me dis, écoute, c'est tellement un bon projet,
je vais me le faire voler, je le garde pour moi. C'est tellement un classique dans cet univers. Exactement. Puis là j'écris à peu près la seule personne que je connais parce que j'ai pas d'expérience en canot. J'en ai fait un peu dans les camps, au scout. Il y avait des amis qui m'avaient quand même initié à prendre des contre-courants puis à quelques coups de pagaie. J'en ai fait quelques fois, mais je peux pas dire que je peux aborder une grande rivière nordique. Je connais assez les classifications de rapide pour me dire, bon, où est-ce que cette rivière-là se situe? Et c'est là que je me fais dire qu'effectivement, la Kanepisko existe, mais qu'elle n'est pas navigable. Donc, c'était trop beau pour être vrai. Effectivement, la rivière, à cause du barrage d'Hydro-Québec, qui détourne tout le débit vers l'autre côté, vers la baie James, à cause de ça, elle n'est pas navigable. Et Fred Dion, lorsqu'il a fait sa traversée en 2001 ou 2002, il a dû tirer son kayak dans de la roche pendant à peu près 100-200 km, ce qui est vraiment pas intéressant comme épisode. Donc, j'entends parler de la rivière Sérigny, qui est un affluent perdu qui se jette dans la rivière Kanepisko. Et cette rivière-là, elle est quand même mentionnée dans le guide des rivières canotables de la Fédé. Et j'appelle à la Fédé, j'envoie des courriels pour me dire qu'effectivement, le topo est fait. Et le topo, en fait, c'est... donc, la carte, c'est bel et bien la carte fédérale, donc la carte topographique. Mais un topo de rivière, c'est lorsqu'on a les classifications de rapide, des indications de portage. Donc, c'est vraiment les infos qui peuvent servir à un canoteur. Évidemment, avec le bagage que j'ai, je ne peux pas envisager faire une rivière comme ça qui n'a pas de relevé topographique. Donc, sachant qu'il y en a un, je suis très intéressé, mais je ne peux pas le consulter en ligne. Et c'est là qu'on a vraiment un peu, je me sens comme un jeune Indiana Jones où je prends rendez-vous, puis je pars avec mon téléphone cellulaire. Et puis, de toute façon, moi, je peux bien en juger avec mon regard, mais étant peu expérimenté, c'en est une autre. Alors, je me rends à la Fédé. Toutes les fédérations sportives, en tout cas, beaucoup sont dans les sous-sols du stade olympique, dans une espèce de méandre qui mène jusqu'à la dame qui, finalement, sort ces grandes cartes topographiques-là que personne d'autre a consultées. Et là, je les prends une après les autres avec mon cellulaire pour faire mon petit montage maison par la suite. Et c'est comme ça, en consultant une carte après les autres, que je me dis, attends, ça me semble possible. C'est gros, mais ça me semble possible. Et là, de fil en aiguille, je me dis, non. Là, je pense que là, on est à peu près 1 an à l'avance, 1 an et demi. Je me dis, non, je pense que cette expé-là, elle se fait. Il faut s'y préparer convenablement. Mais moi, dans ma tête, à ce moment-là, il y a vraiment une espèce de déclic qui se dit, OK, non, cette expédition-là, je me prépare comme il faut, j'en parle pas parce que je veux pas me faire voler mon idée. À ce moment-là, pour moi, il n'y a plus de doute dans mon esprit. Il y a un projet, c'est faisable, le potentiel est énorme, ça me stimule, il y a quelque chose là-dedans qui m'énergise. Comme tu le dis, tu n'as pas ou peu d'expérience en canot, en eau vive. Et là, même si ça semble pas être une rivière hyper technique comparativement à l'alternative que tu nommais juste avant, la rivière au sable ou autre, mais il reste que c'est quand même de l'eau vive, il y a du rapide en région super isolée, il y a des risques. Déjà, il faut se rendre jusque-là, fait qu'il y a la portion vélo aussi, quoique tu as un bagage qui est quand même qui est super grand, qui est disproportionné par rapport à ce challenge-là de 2000 km de vélo pour ensuite faire 600 km de canot. Fait que, tu sais, la portion vélo, je présume que c'était peut-être moins un défi dans la préparation, mais parce que là, 3 mois avant de partir, vous êtes à peu près, tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qui sont prêtes, le site web, il y a de la visibilité, plan de com, vous avez du mentorat, il y a comme plein d'affaires, l'itinéraire, tout ça. Mais le niveau technique n'est pas encore là où vous savez qu'il doit être pour pouvoir partir en confiance dans un territoire aussi isolé. T'sais. Fait qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Vraiment. Puis ça a été un reality check là, quand même brutal là, parce que la première sortie qu'on a faite cette année-là en mai, début mai, avec Fred Dion qui était notre coach et qui était en kayak. Qui n'est pas téméraire du tout, Fred. C'est ça, voilà. Donc lui, il voit ça comme une activité super le fun. Je pense qu'il surestime un petit peu nos capacités. Donc on s'en va sur une rivière en crue, mais en méga crue. On a voulu juste pratiquer une petite manœuvre de base, un contre-courant, mais première chose de la saison dans une rivière qui est glaciale, c'est pas vraiment un contre-courant qu'on identifie. Ça marche pas. Et là, c'est le plus gros dessalage que j'ai fait de ma vie. Là. On est parti un bon 5 minutes dans du gros courant, puis on n'arrêtait pas. C'était pas super drôle. Là. Puis David est passé proche de l'hypothermie parce que son dry était en 2 pièces, puis il était troué, il avait les mains, pas de gants néoprène. Donc,
Là, je dirais qu'à ce moment-là, on a quand même eu un peu la chienne, mais une peur qu'on a transformée quand même en moteur, parce que là, on le voyait qu'on n'avait plus de marge de manœuvre. Il fallait absolument suivre les formations comme on l'avait prévu, puis avoir une attitude très chicken là, pour tout ce qu'on allait faire aussi en expédition. Je pense que ça, c'était la clé. La planification était bonne, puis la pratique, mais il y a eu un moment où est-ce qu'il faut se lancer dans le vide quand même, puis on ne pouvait pas avoir... À un moment donné, c'est quand tu l'as pas fait avant, ben tu le sais pas tant que tu y es pas. Puis tu sais, je veux dire, les risques sont quand même nombreux. Quand t'es comme ça dans un secteur aussi... aussi isolé, tu sais, je veux dire, que ce soit en portage, que ce soit au campement, tu sais, on se vire une cheville, il y a un risque pour le matériel aussi, tu sais, de carater le canot, de perdre l'équipement, de briser l'équipement, tu sais, de se... Oui, effectivement, je pense qu'il fallait que les circonstances soient assez favorables, notamment de faire 2000 km de vélo en moins de 10 jours, puis d'embarquer dans un canot par la suite. Et comme de fait, ça a été difficile, ça a été physiquement demandant puis drainant. Au niveau de l'énergie aussi, moi je l'ai senti très fort. Fait qu'on se retrouve la veille du départ. Tu te sens comment? Je me sens prêt, je me sens extrêmement fatigué, par contre. En plus, on est dans une canicule épouvantable. Je suis pas quelqu'un qui a un problème de dernière minute, mais c'est sûr que je carbure quand même à cette adrénaline-là. Donc c'est sûr que je suis pas du genre à une semaine avant dire comme bon, tout est terminé, puis je chill pendant 7 jours avant de partir. Puis j'avais vraiment accumulé quand même un déficit de sommeil. Puis donc, je suis dans cette canicule horrible. Là, puis il me reste encore la petite planif. J'ai même une entrevue la veille à l'émission des Éclaireurs. Donc, je me suis couché à 11h, minuit, il faisait tellement chaud. J'étais allé me coucher sur le balcon parce que c'était trop insupportable. Le réveil à 4h le lendemain, c'est vraiment une minuscule nuit. Donc, ce qui fait en sorte que je le fais un peu sur le pilote automatique. Je le fais aussi connaissant ce feeling-là, que j'ai surtout vécu soit dans des départs de voyages en montagne, donc vraiment des heures atypiques, ou dans mes voyages de vélo où le cadran est systématiquement à 5h le matin, puis on se réveille détruit dans la tente, humide, ça ne tente pas de le faire. Donc, je le sais qu'à un moment donné, ça repart. Donc, je l'accepte, mais c'est pas si évident, puis je trouve pas tant de plaisir à faire ça. D'ailleurs, mon père qui lisait mon livre me disait « Ah, je m'attendais à avoir cette espèce de joie-là, d'excitation, de se dire comme « Hey, ça fait tellement des mois que j'en rêve. » La réalité, c'est que souvent, c'est pas mal plus sobre que ça des départs et pas mal moins de fun que ça peut avoir l'air. Puis ça peut venir avec une forme d'anxiété aussi. Est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que tout le matériel est là? Est-ce qu'il y a des... T'sais... Le pire, là, c'est David, parce que lui, il reste 5 jours de planif. Puis moi, j'ai tout laissé mes affaires prêtes, mais il faut qu'il révise ça avant de partir chez moi. Là. Mais à ce moment-là, je me concentre sur la première journée de vélo, qui est une immense journée de vélo. Donc, je pars de Montréal et je m'en vais à Mont-Laurier. Et en fait, je vais même pas là directement parce que je descends à la place d'Armes, donc à côté du musée Pointe-à-Calière, parce que j'ai voulu rencontrer quelques amis là, prendre des photos. Puis je voulais partir vraiment du Saint-Laurent, donc du sud de Montréal, puis remonter la Maine. Donc, je descends comme ça en vélo jusqu'au lieu de rencontre. Puis vraiment, à 7h, je commence. Mais à 7h, je me dis... Là, c'est un 250-275 que j'ai à rouler aujourd'hui. Puis voilà, ça commence. Et les 60 premiers kilomètres, David me suivait avec mon père puis son ami Gervais, la blonde de David. Ils prennent quelques photos. On se rencontre jusqu'à Saint-Jérôme. J'ai roulé 62 km à ce moment-là. Et puis, on prend une petite collation dans la climatisation. Je m'assois dans un fauteuil qui ressemble pas mal à celui que j'ai ici. Puis là, je m'endors. Je fais un power nap de 5-10 minutes. Puis quand je me réveille, le coup de fatigue, écoute, puis c'est pas fini, ça fait juste commencer. Mais les choses se sont mises en place et puis c'est comme ça que la portion vélo s'est amorcée. C'était un choix que j'avais fait. Je voulais cette intensité-là, je la désirais, je savais que j'étais capable et ça s'est très bien passé. Donc, en montant comme ça vers l'Abitibi, puisque après Mont-Laurier, le lendemain, je suis allé à Val-d'Or, ce qui était la plus longue journée, un 300 km, j'ai eu du vent de face. Encore une fois, une nuit très, très courte, 14h30 de vélo, donc de mouvement sur le vélo, sans compter les pauses. Donc, je suis parti à 6h45 le matin, j'ai fini à 11h le soir à la Frontale.
Encore une fois, une nuit très courte, le lendemain, réveil à 5 heures, on repart encore, mais là, j'ai toujours pas récupéré de ma nuit sur mon balcon puis ma fatigue, mais ça passe. Et j'ai pu poursuivre cette portion-là, qui au final, donc, a donné 1250 km de route pavée, avant de bifurquer sur la route Trans-Tainga, qui est 700 km de route gravier. Et quand on arrive à l'entrée de la route Trans-Tainga, c'est facile de se dire « Hey, le gros est fait, il me reste juste 700 km. » Mais une des choses, une des manières que j'avais de me motiver à ne pas le prendre pour acquis, c'était de considérer cette distance-là comme étant la distance Montréal-New York en route gravelée. En dormant dans la tente avec un baril anti-ours parce qu'on est vraiment en territoire sauvage. Fait que là, en plus, t'es en route gravelée, t'as ces aspects logistiques supplémentaires. Donc, puis t'as pas Tim Hortons pour aller te chercher un cappuccino glacé au coin. Non, toute ma bouffe est dans un petit baril qui chauffe au soleil puis qui est pas nécessairement super ragoûtant le soir. Comme prévu, je suis arrivé dans les temps au bon moment là, au lac Montausier qui est le début dans le fond, du parcours des lacs de Tête, là, de la rivière Sérigny. Pendant tout ce temps-là, à un moment donné, il y a une vanne qui est passée avec David, le canot, des amis, j'imagine, là-dedans, qui eux autres se sont tapés un road trip à partir de Montréal. Puis là, tape sa vanne, high five. Voilà, à partir de là, eux autres ont pu se rendre à la mise à l'eau, reprendre mon vélo, tout l'équipement pour le cyclisme, nous laisser donc le matériel. On a fait 2 nuits à ce lieu-là, une journée complète de planif sur place. Puis on partait au jour 11 de l'ensemble de l'expédition pour une expé qui pouvait durer jusqu'à 25 jours. Donc, on avait 25 jours d'autonomie de nourriture avec nous, jours de nourriture. Sachant pas combien ça nous prendrait. À un moment donné, on a imaginé qu'on le finirait en 15 jours tellement ça allait bien. Mais finalement, à un moment donné, on a pensé même qu'on dépasserait les 25 jours. Et finalement, on est tombé à 20 jours là, sur donc 3 semaines là, de canot en continu. Fait que vous avez passé 20 jours sur la rivière. Comment s'est déroulée la portion... cette portion-là? D'abord, juste expliquer un peu à quoi ressemblait le parcours canotable. Donc, la rivière Sérigny, au début, on la trouvait pas. C'était bien beau. Là. Je reviens en arrière. Quand on regarde en Google Maps, c'est très difficile à identifier. Vers la fin, c'est plus clair, mais nous autres, une des raisons pour laquelle, quand je suis allé dans les sols de la Fédé, que j'étais bien anxieux de voir c'était quoi le chemin, c'était pour voir c'était quoi le réseau de lacs de Tête. Donc, au début, c'était vraiment un labyrinthe de lacs. Là. Puis j'invite les gens à regarder Google Earth. T'as mis la carte dans le livre. Là. Ça n'a pas l'air simple à naviguer. C'est ça. Puis juste pour dessiner la carte, il faut couper plein d'informations parce que c'est des lacs partout. Même au début, on avait peur, en fait, de se perdre dans ce réseau-là. Finalement, la navigation se faisait assez bien. Je pense qu'on a juste eu à sortir la boussole une fois dans les premiers lacs, mais quand même, sortir une boussole dans un lac, on ne s'attend pas à ça dans un tracé de lac typique qu'on imagine rond et puis qu'il y a une entrée puis une décharge. Là. Mais donc, premier lac qu'on franchit. Au bout de ça, il y a une décharge qui est presque à sec. Donc, il faut déjà faire la cordelle, on débarque du canot, on descend à travers des petits rapides. Et ce réseau de lacs-là nous mène donc à atteindre la rivière Sérigny qui, à un moment donné, se précise. Là, le parcours comme tel devient beaucoup plus clair. Ça, c'est une vraie rivière de rapides, avec beaucoup de rapides de niveau 2, 3, 4 et 5 aussi. Et dans les 5 derniers kilomètres, on a donc une portion de cascades et de chutes qui sont vraiment infranchissables. Et il y a un portage de 5 km pour rejoindre la Kanapisco. Et là, la Kanapisco, c'est un autre type de navigation complètement. Ça, c'est les 300 derniers kilomètres, où là, c'est de la grande rivière où le dénivelé est concentré dans des chutes. Donc, c'est navigation en eau calme, parfois sur des plans d'eau qui sont très larges. Donc, il y a un lac là-dessus de 80 km qui s'appelle le lac Cambrien. Et on franchit comme ça des grandes chutes jusqu'à la confluence de la rivière au Mélèze, où là, ça devient la Coxoac, qu'on a suivi sur à peu près 80 km jusqu'à Coudjouac. Donc, 3 rivières distinctes et un portage à l'intérieur de ça, qu'on imagine peut-être pas nécessairement facile, mais selon ce qu'on regardait sur Google Earth, on avait l'impression qu'il y aurait de la roche à nu puis qu'on pourrait se faufiler là-dedans. Mais ça, on ne le sait pas encore pour l'instant. Et nous, dès les premières journées, on est concentré vraiment sur faire notre test. Donc, on a fait nos devoirs, mais là, c'est dans les premières journées qu'on va savoir si on est capable. Puis, on a toujours cette crainte-là. À chaque nouveau rapide, on se dit, est-ce que ça se passe bien? Puis d'ailleurs, les
les tout premiers rapides, à un moment donné, on franchit un R2 qu'on trouve particulièrement difficile, puis on se dit, OK, si ça c'est du R2, là, du R3, ça va être pas mal exigeant, avec pas beaucoup d'eau, donc beaucoup de navigation assez serrée, des risques de cravate. Donc quand même, le niveau de stress baisse pas tant que ça. Par contre, la température est rayonnante et radieuse, c'est magnifique, et puis à la deuxième journée, là, nous, on est en face d'un coucher de soleil sans bon sens, puis on se dit, ben c'est des vacances, là, tu sais, je peux pas croire que les gens nous ont donné de l'argent en financement ou en commandite pour faire ça, c'est juste du plaisir, ça n'a pas de bon sens. Mais les choses se sont corsées quand même tranquillement. Et puis le parcours de la rivière, et puis au début, ben, entre les lacs, on n'avait jamais vu ça dans le sud, c'est que les lacs se connectent entre eux par des décharges, mais qui ne sont pas des ruisseaux, qui sont vraiment très larges, des fois jusqu'à 50, 100 mètres de largeur. Et puis à l'intérieur de ça, il y a des grandes veines d'eau sinueuses qu'on suit en rapide, qui montent facilement R2, R3. Donc quand même, il y a du stock. Et là, on se rend compte qu'il y a de l'eau. Là, c'est vraiment, on n'est pas dans les rivières des Laurentides ou de la Nautière, là, c'est de la grande rivière nordique. Il y a du gros volume d'eau. Et plus ça avance, ben, plus on découvre vraiment la réalité du Nunavik. Donc, beaucoup d'épinettes, beaucoup d'eau, une météo qui change assez rapidement, qui peut passer de quand même assez ensoleillé à très pluvieux, froid. On est tout le temps en dry suit. Mais c'est beau, c'est un environnement qui est pristine, qui n'est pas touché par la main humaine. Et on navigue comme ça en franchissant des rapides qui sont de plus en plus exigeants, de plus en plus qui vraiment nous poussent à ne pas faire d'erreur et dans laquelle on accumule une fatigue. Donc, dans les derniers jours de la partie canot, même s'il y a beaucoup de rapides à descendre, on pourrait penser que ça va plus vite, mais à cause du repérage, on diminue. On fait 22, 21, 20 km par jour sur un parcours qui en fait 600. Donc, c'est là qu'on commence à trouver que, ce parcours-là est peut-être un peu plus long qu'on l'avait imaginé. Quand tu parles du repérage, c'est que vous arrivez face à des rapides, puis vous prenez le temps, évidemment, de vous accoster dans un compte courant, d'aller marcher, d'aller observer finalement à quoi ressemble le rapide, puis de revenir. Exactement. Toujours en évaluant en fait le temps qu'on a à consacrer à ça versus la faisabilité. C'est sûr que le premier R2 qu'on voit, on le scout qu'on appelle jusqu'au bout, donc on fait le repérage, on s'assure de tout voir. Évidemment, plus le temps passe, c'est facile de se dire « Ah, c'est juste un R2, lui on le fait à vue », puis comme de fait, la plupart du temps, ça se passait bien, mais il y a toujours des éléments de surprise, surtout sur une rivière qui a été faite une seule fois, donc le repérage n'est pas infaillible. Non, c'est ça. Le topo était excellent là, dans l'ensemble, c'est vraiment, on n'a pas eu de problème, mais c'est sûr qu'une fois de temps en temps, il est arrivé des fois des décisions qu'on prenait dans le feu de l'action, puis on allait vers la gauche plutôt que la droite, puis des fois on s'est ramassé à passer des affaires qu'on n'aurait peut-être pas voulu faire. Mais c'est sûr qu'à partir du R3 et plus, il faut absolument regarder par où on s'embarque dans le rapide, où est-ce qu'on sort aussi, est-ce qu'il y a une possibilité de sortie, et ça demande du temps. Et plus le temps passe, ben, plus on voit quand même le nombre de kilomètres qu'on franchit par jour baisser, donc quand même il faut réviser un peu notre estimé. Jusqu'à temps qu'on atteigne le début du portage. Et là, à ce moment-là, c'est un moment de célébration. Nous, on est convaincus que le plus gros est fait, qu'on ne mourra pas dans un rapide dans cet expé-là. Puis tout ce qui nous reste, c'est portager notre canot. Et ça a été la plus grande difficulté de l'expédition. Donc, on a eu 5 km de portage non tracé. Donc, entre la fin de la rivière Sérigny puis le début de la Canyon Pisco, là où vous allez finalement la prendre, ce fameux 5 km de portage à travers les roches, les broussailles, les moustiques. Exactement. Dans des pistes de caribou. Donc, au début, c'était assez enthousiasmant parce qu'on voyait tout le temps ces pistes-là qui des fois convergent dans un passage qui est assez clair, se séparent après, disparaissent sous un tas de branches. Donc, c'est un peu mystérieux. Mais tout ça pour dire que ce parcours-là, on l'a débuté à 3 heures de l'après-midi. Et puis, le soir, on avait fait environ 800 mètres. À vol d'oiseau avec tout notre matériel, donc c'est très, très décourageant. Et le lendemain, on a consacré une journée entière encore à se déplacer avec tout le matériel. Et c'est juste le lendemain, vers l'heure du dîner, qu'on est sorti. Donc 46 heures pour faire 5 km. Ça a été dans les choses les plus difficiles là, que j'ai fait de ma vie quand même. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Le dépassement physique ou la monotonie, la longueur, Ben, c'est une combinaison de tout ça, mais je dirais que la chose qui est la plus drainante en plus, c'est le fait de jamais savoir si on est à bonne place. Ouais, c'est ça. Parce que 5 km de portage dans un sentier tracé,
on peut le gérer, on peut faire un estimé, puis on peut voir qu'est-ce qui s'en vient, puis on sait que ça va pas dégénérer. Mais nous, il y a toujours cette crainte-là de se dire, on va faire 1 kilomètre dans la mauvaise direction, puis ça sera pas franchissable. Donc, chaque mètre qu'on avance, il y a tout le temps un peu ce doute-là de se dire hey, peut-être qu'il va falloir revenir sur nos pas. Donc là, tout le monde nous dira ben oui, mais faites un premier chemin avec rien. Mais c'est tellement long la distance, puis 5 km, c'est qu'il faut savoir qu'on fait un premier tracé avec du matériel, qu'on revient sur nos pas, puis qu'on y retourne. Donc on fait déjà le tracé 3 fois. Donc d'ajouter un autre aller-retour pour aller trouver un passage, souvent on a une tendance à se dire ah, ça a l'air correct, on s'engage dedans quand même. Mais il y a un peu cet effet-là d'étouffement qu'on a dans la forêt, de ne pas savoir où est-ce qu'on est. Une espèce de, je dirais pas de claustrophobie que j'ai senti pour peut-être la seule fois de ma vie dans la forêt où, à un moment donné, on aura envie d'arriver dans une grande plaine dégagée puis de prendre une grande respiration, comme en face d'un grand plan d'eau, parce que là, on a la vue au loin, mais ça, on ne l'avait pas. Et vous naviguiez à la boussole à ce moment-là, carte et boussole? Ouais, tracé GPS aussi sur le téléphone. Les téléphones ne fonctionnaient pas bien, en plus. Ouais. On ouvrait les téléphones, puis le point GPS dans l'application Gaia disparaissait. Donc, c'était un peu anxiogène. Prochaine XP, téléphone, satellite et GPS. Fort probablement. Fort probablement. Surtout, en fait, pour des parcours comme ça, où est-ce qu'il faut... Puis ça, en plus, c'est de la navigation à très, très petite échelle. Et ça, la carte et la boussole, encore une fois, c'était pas l'orientation générale de savoir à peu près où est-ce qu'il faut qu'on aille. C'est vraiment de se dire, les 50 premiers mètres, je passe par où? Parce que ça passe pas. Tu regardes, puis on voit vraiment pas loin. Donc, on n'a pas le choix d'y aller. Puis il y a ce moment-là dans l'XP où je suis encore un peu porté par un élan d'enthousiasme, puis j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va tomber sur un chemin ou quelque chose. Et puis, je dis à David, écoute, je vais aller voir par où revenir par la rivière. Puis je marche vers la rivière Sérigny. J'atteins une espèce d'exutoire, donc de petit passage parallèle qui est en roche, mais qui est asséché. Et puis, je suis très satisfait de ma découverte. Et puis, je reviens vers David. Et moi, j'ai l'impression d'être parti dans cette direction-là. Puis quand je reviens, je suis par là. Et je suis convaincu que j'ai pris le même chemin. Là. Et donc, là, à ce moment-là, il y a quelque chose il y a un déclic dans mon esprit. Là, je comprends que je suis désorienté, que je suis plus capable de m'orienter juste avec mes points de repère. Et ce sentiment-là a été exacerbé tout de suite après, quand on est reparti. Et là, je sens une espèce de peur ou d'anxiété monter en moi. Et là, pendant un instant, je ne sais plus du tout vers où est la rivière. Ouais. Et là, à ce moment-là, mon téléphone n'affiche plus mon point GPS. Évidemment, je peux imaginer qu'il va revenir, mais momentanément, il ne le fait pas. Je me retourne vers David, je dis « Et où la rivière? » Puis lui, il le sait. Là, il dit « Non, elle est juste là à gauche. » Mais à ce moment-là, je me dis « OK, là, je suis vraiment en terrain inconnu pour moi. Il va falloir être très prudent. » Et on n'était vraiment pas au bout de nos peines, parce que même en retrouvant la rivière par la suite, pour aller porter notre matériel au bon endroit, ce n'était que de la souffrance puis des épreuves physiques pour faire des fois des distances minuscules, revenir sur nos pas, passer à travers les zones qui sont ces grands feuillus qui poussent sur le bord des lits de rivière, qui sont très difficiles à franchir, surtout avec un baril sur le dos, ou pire avec le canot. Et il n'y a comme pas de manière gracieuse de le faire. Tu sais, un vélo, on monte une côte, on peut pousser, puis du vélo, ça reste du vélo. Jusqu'à temps qu'on soit obligé de marcher ou de portager son vélo. Là. Mais du canot, du portage, c'est disgracieux. Un canot, c'est pas fait pour être sur des épaules. Fait que c'est juste du gros n'importe quoi, d'essayer d'endurer la souffrance. Passer entre les arbres, puis... C'est ça. En se faisant dévorer par les moustiques. Ben oui, puis voir les obstacles à ses pieds. Ouais. Non, c'est ça. L'eau qui rentre, la boue qui rentre dans les chaussures, les avant-bras qui sont pleins de sang. C'est dans ce temps-là que tu te dis, je voulais l'aventure. J'ai l'aventure. Ouais. Il n'y a personne qui m'oblige à être là. C'est un choix. Je suis privilégié. Exactement. Exactement. Mais c'est vrai que là, si on fait juste extraire ce moment-là, c'est difficile d'avoir le portrait général. Donc, il faut vraiment avoir la vision globale. En fait, à ce moment-là, la motivation, c'est une motivation de sécurité. Il n'y a pas de manière de sortir de là. Ben non. Même une évacuation, là, on est dans la grosse broussaille. C'est pas vrai qu'une évacuation va venir nous chercher avec un treuil de manière facile. Donc, non, faut vous rendre de toute façon dans un secteur qui va être plus dégagé. Ouais. Ça, au moins, donc, on n'a pas... C'est pas une motivation comme finir un marathon où, là, on est vraiment dans quelque chose d'abstrait, où est-ce que c'est là qu'on est confronté à pourquoi je fais ça. Parce que, ben effectivement, à tout moment, on peut arrêter,
Il y a des gens qui peuvent nous aider si ça va pas bien. On peut décider d'appeler un taxi puis arrêter. À ce moment-là, la motivation, elle est extérieure aussi parce que dans cet environnement-là, il n'y a pas de manière de sortir facilement de là. Donc, les ressources sont plus faciles, les ressources intérieures sont plus faciles à les trouver parce que on a comme, à un moment donné, pas vraiment le choix. Ouais. C'est comme en montagne, c'est comme en altitude. Quand tu n'as pas le choix, il va falloir que tu redescendes ou il va falloir que tu trouves une alternative, que tu poursuis, que tu prennes une pause. Mais c'est ça, ce sont des environnements, ou sur l'océan, ce sont des environnements ultra engageants. Voilà. Puis une fois qu'on se prête au jeu, qu'on se lance dans l'aventure, il y a pas vraiment de possibilité de juste faire un did not finish, un DNF, comme dans une course d'ultra trail, par exemple. Exactement. Comme tu le dis dans tes propres mots, le plus gros défi de l'expédition. Je pense qu'il y a eu d'autres moments assez particuliers ou assez difficiles. Je me souviens d'un passage d'ailleurs dans ton livre où tu décris une situation en cordelle. Vous êtes dans une manœuvre de cordelle en canot. Tu pourrais nous expliquer d'ailleurs ce que c'est. Puis où la force des choses, le hasard fait qu'en tous les cas, David se ramasse à l'eau. On approche tranquillement de la fin de la rivière Sérigny. On a acquis quand même beaucoup de confiance dans cette rivière-là. On commence à connaître le comportement. Et puis, tout de suite, on a un passage qui est sur le bord d'un R4, en fait, qu'on sait qu'on ne va pas canoter, qui est immense d'ailleurs, on ne l'a pas considéré une seule seconde. Et on embarque un peu comme ça en milieu d'après-midi dans une manœuvre de cordelle où des fois il va y avoir des petits courants sur le côté, entre les roches. Donc, on ne peut pas naviguer directement là avec les pagaies, mais on peut, en tenant la proue et la poupe du canot avec des cordes, laisser le canot dériver tranquillement et puis en le retenant juste correctement. Et c'est un peu ça, tout l'enjeu de la cordelle, c'est qu'il faut être capable d'en laisser au bon moment. Puis c'est un art, en fait, ça semble très facile, mais c'est classique qu'il y ait des accidents. Nous, on l'a un petit peu pris pour acquis, je dirais, à ce moment-là de l'expédition. Donc, cette fois-là, spécifiquement, c'était en après-midi, on venait de manger, on digérait, il y a besoin d'avoir une coordination parfaite entre la personne qui est à l'avant et la personne qui est à l'arrière. Exactement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de divergence sur la vision qu'on a de comment on tient. Donc, c'est pas mal ça qui s'est passé. On s'est engagé, la manœuvre allait assez bien. Puis, finalement, on avait une espèce de petit passage, de tout petit seuil à passer. Et ce qui s'est passé, c'est que, dans le fond, moi, j'ai voulu retenir. Le canot est parti quand même assez vite sous ce seuil-là. En fait, en aval du seuil, donc il l'a descendu. Moi, j'ai voulu le retenir un petit peu. David a voulu le laisser aller. Pendant quelques instants, on s'est envoyé un peu des directives qui étaient contradictoires. Et puis, avec la conclusion que le canot, l'arrière, est vraiment parti dans le courant. Et très rapidement, l'eau a commencé à rentrer. Puis ça se fait très doucement. C'est pas une manœuvre là, qui, d'un coup sec, le canot est parti. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Et donc, en tenant les cordes, moi, comment j'ai vécu cet événement-là, c'est que voyant le canot partir, on avait pratiqué dans les cours, justement, de ramener un canot dans un contre-courant où est-ce qu'il va pouvoir être stabilisé. Et donc, j'ai eu ce réflexe-là de sauter sur une roche ou deux. J'avais assez de mou de corde dans la main. Et puis, finalement, le canot, on a pu aller le déplacer dans le contre-courant, puis il n'y avait pas de problème. Donc, ça, c'est ma vision de la mésaventure. Avec un détail important qu'au bout de tout ça, je vois David qui descend la section en nageant, puisqu'il y a une de nos pagaies qui avait juste été jetée dans le canot, qui, elle, partait dans le courant. Donc moi, quand j'ai retenu, j'ai eu un peu cette surprise-là de voir la pagaie partir, mais surtout de voir David qui suivait par la suite et qui, lui, est revenu dans le contre-courant. Fait qu'il a sauté à l'eau, en fait. Ben, en fait, non, c'est ça. Il m'a expliqué par la suite. Puis lui, quand le canot a commencé à bouger, il a essayé de le retenir. Okay. Mais finalement, il y a eu un choc, en fait, qui était très fort. Puis lui, la corde, il la tenait mal. Puis c'est une corde un peu plus vieille, plus molle, plus souple, qui était tout entortillée autour de sa main. Et il n'a pas été capable de se déprendre à temps. Donc là, ça y a fait perdre pied. Et assez rapidement, il a été comme propulsé sur une roche sous laquelle il sentait un courant. Fait que déjà, il a eu le réflexe de dire « je veux pas aller là ». Donc, il a descendu le petit seuil de la bonne manière, en nage défensive, donc les pieds par en avant, les deux bras par en arrière pour se diriger. Donc, il a eu le temps d'observer le contre-courant
où il est allé se placer, donc en nage offensive. Il est passé sur le ventre en crawl, il a pu rentrer au bon endroit. Et il a monté sur le canot avec les avant-bras. Et ça, je le décris avec tous ces termes-là, puisque dans notre plan de contingence, évidemment, puis dans notre préparation pour la sécurité, ben, le cours de sauvetage en eau vive est important. Un cours de sauvetage, ce n'est pas seulement de décravater des canots ou lancer des sacs à cordes, c'est aussi nager les rapides. Donc ça, c'est super important en eau vive d'être confiant, de pouvoir le faire. En fait, une des règles pour descendre un rapide, c'est d'accepter la possibilité qu'on puisse le nager. Donc, s'il y a un rapide qui est rempli de roches et qu'on se dit hey, si on descend là-dedans, on va mourir, c'est probablement le signe qu'il ne faut pas y aller en canot. Et donc, tout ça se passe très, très rapidement. David a quand même été vraiment écorché sur la main qui tenait la corde. Mais dans l'ensemble, ben, avec un peu de médicaments, puis de patience, puis de résilience, là, parce que ça a été quand même assez souffrant pour lui, ben, c'est, disons, au niveau physique, le plus grave qu'on a vécu. Par contre, en plus de ça, notre caisson étanche dans laquelle on avait notre batterie qui était connectée au panneau solaire a pris l'eau. À ce moment-là? Ouais, l'eau est rentrée. Donc, on a perdu une batterie. Et l'autre batterie était pas à 100%. Puis notre panneau solaire performait pas très bien. C'était un petit panneau. Ouais, c'est quand même un enjeu. C'est ça. Donc, on s'est ramassé avec une main amochée, puis vraiment beaucoup d'énergie dans nos batteries. Puis la main, évidemment, on le comprend pourquoi c'est un enjeu. Bon, il payait avec sa main, il a besoin de sa main pour accomplir toutes les tâches au quotidien, mais le panneau solaire, pour les gens qui font un peu moins l'expédition, ben, c'est ça qui va fournir les batteries pour tout l'équipement, évidemment de communication, les cellulaires qui sont vos GPS, mais aussi l'ultime téléphone satellite, si jamais il se passe quoi que ce soit, qui est le lien avec l'extérieur pour une évacuation. Donc, si jamais on n'a pas la possibilité de recharger de l'équipement, ben à ce moment-là, c'est un enjeu. Là. Tout à fait. Tout l'équipement photo, donc il y a plein de choses qu'on a arrêté d'utiliser. Hey, je suis super curieux d'aborder un aspect psychologique, en fait, dans les 2 dernières anecdotes que tu nous as racontées. Tu nous parles vraiment de crux de l'expédition, de moments qui sont intenses, qui auraient pu partir un peu dans tous les sens, à la fois dans le portage de 5 km où à un moment donné tu as l'impression d'avoir perdu tes repères puis que l'anxiété monte un peu, je sais pas combien de temps, mais il y a un moment où tu te dis attends un peu, il n'y a personne qui est venu nous chercher ici, il faut qu'on sorte de là par nous-mêmes. Autant là, dans l'expérience que tu viens de raconter avec David qui se ramasse à l'eau dans une situation un petit peu malencontreuse, qui se fait mal puis tout ça. C'est quoi ton mindset dans ces situations-là? Qu'est-ce qui te permet de passer à travers des challenges, des défis qui sont inconfortables comme ça? Des expéditions comme Trans-Taïga et la plupart que j'ai vécues étaient quand même au jour le jour assez, j'allais dire agréable, c'est pas le bon mot, mais disons que les récompenses viennent assez souvent, puis les récompenses viennent souvent compenser les difficultés de la journée. Donc ça, il faut pas l'oublier, puis il faut pas négliger ça. Le bonheur qu'on a de se coucher après une grosse journée, même si on est dans une toute petite tente qui pleut, qu'il y a des mouches, puis que dormir sur un tapis de sol devient le plus grand 5 étoiles qu'on peut pas avoir. Là, on est très bien. Donc déjà, s'accrocher sur ces petits bonheurs-là, ça fait en sorte que une expédition, ça reste un moment qui doit, selon moi, être agréable. Puis avec l'équipement moderne, avec les choses qui sont à notre portée, je pense qu'il y a moyen de rendre cette expérience-là vraiment agréable, même si des difficultés peuvent subvenir. Ensuite, moi, c'est sûr que je dirais la seule chose qui est vraiment nécessaire à faire, c'est de décortiquer en objectifs qui sont plus immédiats puis plus courts les difficultés. Quand on est dans le portage, on ne peut pas penser au potentiel de l'autre portage qu'on aura plus tard sur la Kaniapisco ou le fait qu'on va peut-être manquer de nourriture plus tard. À un moment donné, c'est qu'il faut se concentrer sur l'objectif qui est plus immédiat parce que sinon, on n'y arrive juste pas puis ça peut être intimidant. C'est la même chose dont je parlais pour l'ensemble de la planète de l'expédition. Ça a tout le temps été de décortiquer par plus petits objectifs qui sont réalisables. Puis en général, on y parvient tout le temps. Quand les objectifs sont pas trop gros, on y arrive. Donc, c'est de se rendre au lunch du midi, c'est de passer le prochain rapide. Évidemment, quand on arrive à la fin de la rivière Sérigny au portage, ben pour nous, c'est un objectif qui est atteint. Donc, il y en a un déjà qu'on peut enlever de notre esprit. Alors, il ne faut pas, au début de la première journée, imaginer qu'on va arriver instantanément parce que 3 semaines de temps à faire la même activité, c'est long.
même si en même temps c'est très court, là, c'est toujours paradoxal, je trouve. Là. Les expéditions changent nos rapports au temps. Là, une expédition, il y a des moments où on a l'impression qu'on est né puis qu'on va mourir dans l'expédition. Puis quand on y repense, maintenant quand j'en parle, j'ai l'impression que c'est un souffle dans ma vie et rien de plus. Là. Donc le temps a vraiment cette caractéristique-là, une espèce de malléabilité, où des fois ça semble éternel, puis des fois ça semble extrêmement éphémère. Là. Un peu comme quand on est malade. Tu sais, si on ramène ça au quotidien, là, dans la vie plus régulière de tous les jours, quand on est malade, quand on est en fin de session ou quand, j'imagine, on est en train d'accoucher. Tu sais, il y a des situations comme ça tellement difficiles ou tellement éprouvantes qui demandent toute notre attention, qui viennent vraiment changer notre rapport avec le temps. Ben, il y a une chose aussi par rapport aux difficultés, c'est que on oublie vite. En fait, des choses qui sont très, très difficiles, il y a cette espèce de petit mécanisme-là que les humains, on a, de ne pas avoir une mémoire de la douleur, en fait. Puis ça, c'est ce qui fait en sorte que tous les marathoniens vont finir en disant « plus jamais », puis le lendemain, ils s'inscrivent à une prochaine course, tu sais. Donc, on oublie très, très vite les difficultés. Et donc, ça l'aide aussi en expédition. Donc, par exemple, quand on a fait un partage qui est très, très, très difficile, ben, quand le prochain arrive, souvent, on peut retrouver un certain élan ou l'envisager de manière plus positive parce que, justement, cette douleur-là n'est plus tangible, en fait. Il faut vraiment utiliser son imagination puis sa pensée abstraite pour diminuer ses attentes puis se rappeler que la difficulté va être là. J'ai une dernière question pour toi avant de s'en aller vers la conclusion. Alors, le show s'appelle 168. Il y a 168 heures dans une journée sur 7 jours. Alors, la question que j'ai pour toi, c'est on a tous une relation différente avec le temps. On a tous des rapports différents. Toi, c'est quoi ta relation avec le temps? Moi, je pense que je suis très indulgent par rapport à ça. Je vise un peu un idéal monastique qui dit 8 heures, 8 heures, 8 heures. Donc, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Pour moi, c'est pas mal essentiel. Beaucoup de repos là-dedans, surtout quand on essaie justement d'accomplir des choses. Moi, je pense une chose qui a été très bénéfique dans ma vie, à la fois pour mon bonheur et aussi pour ma performance dans différentes choses, c'est d'abandonner un peu le perfectionnisme. Je pense que le perfectionnisme a sa place à certains moments dans nos vies. Mais de manière générale, l'investissement qui est demandé pour passer, mettons, de la zone très bien à excellente et proportionnellement beaucoup plus grande. Et moi, je trouve plus de satisfaction et de bonheur dans ma vie de réaliser un certain nombre de choses dans une zone très bien, disons, qu'une seule au niveau excellent. Alors, pour moi, il y a un petit peu d'indulgence par rapport à ça. Accepter une certaine vulnérabilité, accepter le fait que ça ne pourra pas toujours être parfait. Puis je pense qu'à partir de là, on peut se libérer beaucoup d'énergie créative et créatrice qu'on peut investir dans une multiplicité de projets et d'accomplissements. Super intéressant. Donc, ce sont des choix. Puis c'est très intéressant de découvrir ça aussi. Écoute, en terminant, des projets pour le futur, est-ce qu'il y a des projets d'expédition ou de poursuite, d'écriture? Un peu tout ça. À court terme, je suis heureux de presque confirmer une expédition pour cet été, un mini Trans-Taïga, en fait, donc basé sur le concept de déplacement à travers l'arrière-pays québécois, donc de Montréal vers la baie James, donc qui va nous mener, entre autres, à naviguer la rivière Broadback. Je suis aussi beaucoup intéressé par cette zone-là pour un personnage historique qui s'appelle Louis Joliette. Et Louis Joliette m'intéresse particulièrement pour deux raisons, parce qu'il a à la fois la figure d'explorateur, donc découvreur du Mississippi. Il a parcouru justement cette zone-là, donc de Tadoussac jusqu'à la baie James, explorer la côte du Labrador, donc personnage plus grand que nature, et qui est également le premier grand musicien de la Nouvelle-France. Donc, cet aspect-là, cette cohabitation-là de l'artiste et de l'explorateur, et pour moi, le récit, l'écriture m'intéresse beaucoup, possiblement dans un projet qui mêlerait à la fois expédition, donc j'aimerais partir un peu sur les traces de Joliette, en faisant un peu le récit, puis en laissant place à l'imaginaire, puisque étant donné qu'on connaît peu de choses sur le personnage, il y a plusieurs choses qui sont à valider peut-être sur le terrain pour essayer de, par le ressenti, faire revivre un peu la mémoire de ce personnage-là. Super. D'ici là, si on a envie d'en savoir plus sur toi, déjà, la quête du retour disponible
dans à peu près toutes les librairies au Québec, les grandes surfaces, les libraires indépendants aussi. Tout à fait. Mais voilà, donc distribué, très facile à retrouver. Sinon, pour suivre mes activités ou avoir des informations sur le livre, vous pouvez aller sur mon site web, donc samuelmarcon.com. Super. Et c'est possible également là, de suivre mes pages Facebook, soit de l'expédition Route Blanche ou de l'expédition Trans-Taïga, qui sont des pages que je vais continuer d'utiliser pour d'autres projets, ou mon Instagram qui est smarcon. Hey Samuel, merci d'être venu, merci d'avoir été là. C'est franchement un plaisir de te rencontrer, de rentrer dans ton univers. Tu nous as fait voyager, vraiment agréable. Merci à tout le monde à la maison de nous avoir écoutés, ce premier épisode de 168. Une grande fierté, ça fait très longtemps qu'on travaille là-dessus. Au plaisir de se retrouver sur le prochain épisode. À très bientôt tout le monde.